Bonjour, ici Nadège Esteban, créatrice et organisatrice du Sommet francophone des entrepreneurs de leur vie, une série de vidéoconférences gratuites pour vous aider à prendre votre vie en main et créer la vie que vous avez envie de vivre. Et aujourd'hui, pour cette intervention, nous allons parler d'argent. Et avant de commencer, j'ai quelques questions pour vous. Quelle est votre relation à l'argent? Comment cette relation à l'argent impacte-t-elle votre vie? Est-ce que vous vous sentez plutôt en position de victime ou plutôt en situation de maîtrise par rapport à votre argent? Qu'est-ce que vous mettez en place au quotidien pour justement être l'acteur de votre vie financière? Et d'ailleurs, qu'est-ce que pour vous prendre sa vie financière en main? Alors aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir sur ce sommet la présence de Michael Ferrari qui va justement partager avec vous ses clés pour vous aider à devenir l'acteur de votre vie financière. D'abord salarié, puis indépendant et enfin chef d'entreprise et investisseur, Michael Ferrari crée en 2007 le blog Esprit Riche qui compte aujourd'hui plus de 100 000 abonnés. Il est le créateur de la méthode Je réussis mon premier investissement locatif et il est aussi l'auteur de Devenez riche et de Stop à la procrastination. Parti d'un salaire de moins de 1000 euros en 2002, il a multiplié ce chiffre par 10 en améliorant son intelligence financière, ses compétences et en développant son entreprise. Son objectif aujourd'hui est de créer un maximum de millionnaires. Bonjour Michael. Bonjour. Je suis ravie de ta présence sur la première édition du sommet virtuel des entrepreneurs de leur vie. Alors merci pour le temps que tu nous accordes aujourd'hui. Alors, Michael, je t'ai connu à travers tes articles sur ton blog Esprit Riche ainsi que tes vidéos sur ta chaîne YouTube et ton livre, Ops, Devenez riche, écrit avec Ramit Sethi. Donc, c'est où tu partages justement un programme en 6 semaines pour réorganiser ses finances. Mhm. Et justement, c'est pour ça aussi que je t'ai sollicité aujourd'hui, c'est pour que tu puisses nous parler de prendre sa vie financière en main. Parce que la thématique donc de ce sommet, c'est prendre sa vie en main et la vie je parle de tous les domaines de la vie, que ce soit professionnel, mais aussi personnel, et la vie financière, les aspects financiers en font partie. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que sans cet aspect financier, il va être plus compliqué de créer la vie que l'on souhaite vivre. Donc c'est pour ça aujourd'hui que je suis vraiment contente que tu puisses venir nous parler de cet aspect primordial sur la gestion de sa vie financière. Donc pour ma première question, on va y aller cash, sans jeu de mots. Qu'est-ce que pour toi prendre sa vie financière en main et comment cela se traduit au quotidien? Alors, pour moi, ce que ça veut dire, c'est simplement que tu t'occupes de ton argent, tu lui consacres un peu de temps, tu l'intègres dans ta vie quotidienne, pas seulement le 5 du mois quand tu reçois ton salaire et puis le 25 quand tu commences à arriver proche de zéro, mais tu l'intègres au quotidien dans ce que tu fais comme étant un élément à part entière. Voilà, donc déjà, prendre en main, ça veut dire j'y consacre un peu de temps et ça veut dire aussi je suis pas en train de subir ce qui m'arrive. Je suis plutôt en train c'est plutôt moi qui ai un plan pour mon argent. Oui, un plan. D'accord. Tu vois, donc prendre en main, ça veut dire ok, j'ai des objectifs, j'ai envie de faire certaines choses, d'atteindre certains résultats, et donc je m'occupe de ça au quotidien ou presque. Donc quand tu dis j'y consacre du temps, qu'est-ce que tu entends par là? Ça veut dire déjà, si on reste très pragmatique, ça veut dire déjà au premier niveau, c'est savoir où va ton argent. Donc déjà, ça veut dire que de temps à autre, tous les quelques jours, une fois par semaine, tous les 15 jours, peu importe, mais tu vois, à une fréquence plus ou moins régulière, tu regardes un petit peu ce qui se passe dans tes finances. D'accord. Tu suis l'évolution. Tu regardes si tu as dépensé plus que ce que tu avais prévu ou pas. Ça veut dire que tu prévois un petit peu ce que tu dépenses. Tu vois, tu suis un petit peu ce qui se passe. De manière alors plus ou moins rigoureuse, plus ou moins régulière. Ça dépend des envies, des besoins aussi.
Mais il y a voilà ce processus qui est en place de suivi. D'accord. Et donc, dans ce cadre-là, alors, par rapport à toi, ton expérience, même si effectivement, tu as bien précisé que c'était en fonction des besoins et des envies, mais juste pour qu'on ait une petite idée, toi, comment ça se traduit au quotidien? Comment tu consacres du temps à ces aspects financiers? Quels outils tu mets en place? Quelle régularité, et cetera? Quels sont les comportements que tu adoptes Oui, au quotidien? Mmh. oui. Alors déjà, moi j'ai beaucoup automatisé ce que je fais. Hein, donc il y a beaucoup de choses que j'ai mis en place. Enfin, c'est un des sujets du livre, tu vois. C'est vraiment de dire, on va consacrer un temps à réorganiser et organiser pour que ce soit le plus automatique. Après moi au quotidien, ce que je fais, en fait au quotidien c'est pas forcément grand chose au quotidien. C'est moi tout est que je dis tout est assez automatique. Je contrôle régulièrement ce qui se passe sur mes différents comptes, Mmh. juste pour voir que tout tourne. Ce qui me prend peut-être le plus de temps, c'est de regarder que comme j'ai un peu d'immobilier, c'est de regarder que tous les loyers sont bien tombés, regarder toutes les dépenses, vérifier qu'elles soient, tu sais, que ce soit des dépenses que j'ai effectivement faites. Oui. Et, euh, et après, c'est toute la partie gestion de la partie boursière de mes activités, donc mes différents portefeuilles, les positions que j'ai en cours, et voilà, et puis les arbitrages que je fais dessus. Et si tu veux, ça se, on pourrait découper en trois grands volets, quoi. T'as la gestion de l'argent au quotidien, le budget sur le compte courant, etc. La gestion des investissements immobiliers et puis la gestion des investissements boursiers, quoi. Ce sont trois plans différents. Mais bon, au quotidien, c'est pas des choses qui me prennent beaucoup de temps. Enfin, ça me prend peut-être 1 heure par semaine, tout ça. Hein. Tu vois, c'est très limité. Hein. Mais parce que j'ai en place les processus, je sais exactement ce qu'il faut faire. Donc, quand j'ai un truc à faire, ça me prend quelques minutes, je le fais, je regarde, je le pointe et puis c'est fini, quoi. Et puis, ce qui m'a beaucoup aidé en termes d'outils, c'est de passer sur une banque en ligne. J'en parle il y a longtemps hein, que j'ai fait ça. Ça fait beaucoup là, ça fait plus de 10 ans facilement maintenant. Mais c'est un outil qui m'a beaucoup aidé parce que notamment le suivi est plus simple et puis on peut centraliser tous les comptes bancaires. D'accord. Mmh. Ça va relever, tu vois, en termes pratiques, ça évite de se connecter sur parce qu'on a tous généralement plusieurs banques aujourd'hui, donc ça évite de se connecter de partout et puis d'avoir du mal à y voir clair. Donc là, ça permet d'y voir clair à un seul endroit. Et ensuite, un autre outil que j'aime bien, c'est d'avoir à chaque fois une fonction claire pour chaque compte. Alors, qu'est-ce que tu entends par là? Donc, par exemple, tu vois, moi, à chaque fois que j'achète un appartement ou un immeuble, il y a un compte qui est dédié. Je ne le mélange pas avec les autres. Euh, j'ai un compte courant pour les dépenses du quotidien, ça ne sert qu'à ça. Si je veux sauvegarder, épargner de l'argent, je vais le mettre sur un autre compte. Ça va servir à ça. OK. Voilà, donc un usage par compte. Ouais, ouais, Donc ça permet d'apporter un peu de visibilité. oui. Tu vois, dans ce que tu as, et ça c'est important parce que on peut rapidement se retrouver un peu perdu avec notre argent si le pire des trucs je pense c'est juste d'avoir un compte courant et tout avoir dessus, quoi, tout mélanger un peu dessus, parce que généralement les gens qui n'arrivent pas trop à s'en sortir avec l'argent, c'est ce qu'ils font, hein. Ils ont un compte courant, ils mettent ils ont une source de revenus qui arrive dessus en début de mois, ils essaient de dépenser un peu le moins possible, mais sans trop savoir. Et à la fin du mois, quand il manque, ils vont pouvoir piocher ailleurs et ils essaient de colmater un peu comme ils peuvent. Donc voilà, ça ne marche pas pour cette raison-là. C'est que il y a aucune gestion qui est mise en place et du coup, ça peut mener à ce genre de dérive, quoi. D'accord. OK. Parce que là, je te parle moi de ma situation aujourd'hui, tu vois, avec ce que j'ai développé. Mais quand j'ai démarré, que j'avais 900 € par mois, je gérais à peu près pareil, quoi. D'accord. Ce qui fait que je manquais jamais d'argent, en fait. J'ajustais mes dépenses en fonction de mes revenus, quoi. Alors ça, justement, par rapport à tout ce qui est dépenses et revenus, donc tu as parlé du budget, tu l'as mentionné, peut-être c'est intéressant, parce que je pense qu'actuellement, c'est peut-être pas un outil qui est mis en place, par tout le monde. Donc est-ce que tu Oui. peux en dire quelques mots?
Oui, en fait, dans une approche assez coaching, ce que je recommande tout le temps de faire, c'est de faire un inventaire, un bilan, Mhm. état de la situation. Aujourd'hui, c'est quoi tes dépenses, c'est quoi tes rentrées. Et déjà, rien que de faire ça, ça peut déjà psychologiquement, ça peut être assez difficile de faire ça, Ouais. parce qu'il y a des gens qui, par exemple, ne veulent pas être ramenés à une réalité qui est pragmatique et celle de l'argent. Si t'as 1 euro, t'as pas 2 euros, tu vois. Et puis si t'as 0 euros, t'as 0 euros. C'est pas, il n'y a pas de wishful thinking, il n'y a pas de magie, il n'y a rien. C'est 0 ou 1. Donc, tu vois, il y a des gens qui font un peu l'autruche, hein, c'est bien connu, hein, par rapport à l'argent. Donc, rien que de faire cet exercice, c'est le premier exercice, je pense qu'il faut toujours faire, c'est un bilan. Si on l'a jamais fait, c'est OK, c'est qu'est-ce que j'ai, c'est quoi ma situation. Et après, partant de là, déjà, ça fait bouger pas mal de choses parce que soit on va réaliser que en fait on vit au-dessus de nos moyens, c'est souvent le cas. Soit on va réaliser que en fait on a plus d'argent que ce qu'on imagine, ça arrive aussi parfois. Et dans tous les cas, on va pouvoir en fait prendre des décisions qui sont appuyées sur des faits. Oui, c'est un outil d'aide à la décision en même temps. Ça, Outil de prise de conscience par rapport à nos comportements actuels, l'état de nos finances aussi, mais en même temps, c'est un outil d'aide à la décision. Ah, ça, c'est intéressant. oui, Ce serait vraiment la première étape quand on prend sa vie financière en main. Admettons, je suis quelqu'un qui prend même pas ma vie financière en main du tout. La première étape, ce serait de passer par là, par cet inventaire. oui. On fait un bilan complet de ce qui se passe dans tous tes comptes, tout ce qui rentre, tout ce qui sort. Et on regarde. Et, et tu vois, et là, c'est comme ça souvent que j'ai eu des discussions assez surréalistes parce que j'ai la personne en face de moi qui me dit je comprends pas, je dépense moins que mon salaire, pourtant je suis toujours en débit à la fin du mois. Voilà, donc là, c'est OK, je comprends pas qu'il y ait quelque chose qui manque peut-être parce que tu n'es pas en débit par hasard. Donc, puis en creusant, ah oui, mais il y a cette dépense qui n'a lieu que tous les trimestres, donc je l'avais oublié. Et il y a cette dépense, c'était un accident, donc voilà. Et puis petit bout de mise, tout ça, bout à bout, en fait, elle se dit, en fait, ouais, je vis au-dessus de mes moyens. Mmh. Je ne pensais pas. Ouais. Et ce qui explique que je devais piocher dans mon épargne régulièrement et tout ça. Donc c'est première étape, c'est ce bilan. Un inventaire pragmatique, les chiffres, les plus, les moins, et puis on regarde à la fin. Euh, et après, dans la prise en main, ce qu'il va falloir faire, c'est après développer un plan. Mmh. Donc plus passer de la phase où généralement quand on n'a rien mis en place, on est un petit peu en train de subir son argent. Ouais. Donc là, pour la plupart des gens, ils voient ça comme un truc qui file, qui glisse entre les doigts, qu'on n'arrive pas à saisir, et puis faut un petit peu courir après. Et puis c'est un cycle d'un mois et on recommence d'un mois sur l'autre. Et puis voilà, c'est un peu ça que vivent la plupart des gens. Donc passer de ce truc-là où on subit à un mode où en fait c'est nous qui avons un plan pour notre argent. Et donc toutes les décisions qu'on prend, on les prend par rapport à un objectif. D'accord. Comme par exemple, quel objectif? Ça peut être un objectif d'indépendance financière à tel âge ou dans tant d'années. Ça peut être un objectif de pouvoir faire un voyage ou des vacances. Ça peut être un objectif de pouvoir s'offrir ceci ou cela. Tu vois. Mais on sait pourquoi on fait tout ça. On donne un sens. Ouais. Une direction à prendre et Ouais. Et après, du coup, tu regardes, là aussi, il peut y avoir pas mal de réalisations parce que tu vois, parfois on peut avoir des rêves qui sont pas alignés avec notre réalité quotidienne. Donc on se dit, ok, si je veux atteindre ça, au rythme où je suis aujourd'hui, il va falloir 55 ans. Peut-être que c'est pas possible. Donc qu'est-ce que j'ajuste? Sur quoi je peux jouer? Donc mes dépenses, mes revenus, et pour réduire ce temps-là, et puis ou alors je révise mon objectif. Mais voilà, on va jouer sur un peu tous les tableaux et voir comment on peut là aussi avoir un plan qui soit concret. d'accord. OK. Donc il y a vraiment ces 2 outils. Il y a donc l'inventaire et on va dire, l'objectif, le plan d'action qui va être mis en place en fonction de cet inventaire le diagnostic de base, on va dire. Exactement. D'accord, et c'est là où, ça peut aussi faire, très, très mal. Ça peut être aussi Oui, se confronter à la réalité que, l'objectif que l'on a, soit effectivement il est irréalisable ou au contraire, cela demande de mettre en place certaines actions pour y arriver.
Voilà, c'est ça. J'ai un client, par exemple, tu vois, il avait 44 ans quand il a réalisé, il se dit, OK, j'ai 2 enfants. Le premier, il arrive aux études supérieures dans 2 ans. J'ai un salaire normal, on roule pas sur l'or. Je fais quoi? Donc il a commencé, lui, il s'est dit, OK, il a commencé par refaire des études. Donc il a fait tu sais, une validation des acquis, il a obtenu un diplôme en management. Donc il s'est dit, OK, avec ce diplôme, je vais être mieux payé. En interne dans sa boîte, ça n'a rien changé. Il a essayé de chercher du boulot ailleurs. On lui a dit, mais vous avez un diplôme en management, mais vous n'êtes pas manager aujourd'hui, donc on ne va pas vous embaucher. Ou alors on vous embauche au même salaire que ce que vous avez aujourd'hui. Et tu vois, ainsi de suite. Il a voulu monter sa boîte, mais il a vu que personne de toute façon veut travailler avec lui puisqu'il partait de zéro. Il était vraiment débutant. Il changeait un petit peu de statut. Et du coup, il s'est dit, OK, bah, je vais faire de l'immobilier. Et il s'est mis à faire de l'immobilier, mais de manière assez massive. Pareil, il a acheté 6 appartements, je crois, en 2 ans. Là, il a acheté encore, d'ailleurs, il a acheté un immeuble et 2 appartements. Et il est en train d'acheter encore un, là. Ça fera en 5 ans, je crois. Et puis il quitte son job l'année prochaine, quoi. Enfin, parce donc il a mis en place vraiment tout ce qu'il fallait. Et puis même dans la gestion de ses biens immobiliers, il a choisi un mode qui est très gourmand en temps, très impliquant pour lui. Je lui demande d'être là quasiment quotidiennement, mais il sait pourquoi il fait ça. Oui, pour les études. Et voilà. Voilà, il paye l'étude de ses enfants. De toute façon, lui, son boulot avait aussi de moins en moins de sens. Et puis, plus il travaille sur ses propres projets, ses propres investissements, moins ça a de sens son travail à côté. Et donc il a mis en place des actions que plein de gens ne pourraient pas faire. Ils trouveraient ça trop compliqué, trop contraignant. Et tu comprends, et mes horaires, enfin, ils auraient tout un tas de raisons justifiables à leurs yeux, hein, évidemment. Mais lui, pour lui, c'était le plan qu'il a trouvé et c'est ce qu'il est en train de faire. D'accord. Ça veut pas dire que tout le monde doit faire comme lui, c'est juste pour lui, dans cette situation, c'est ce qu'il fallait faire. Vu son âge, vu son objectif, il a trouvé ce moyen-là et du coup, il est parti à fond là-dessus. Et du coup, alors, je vois bien par rapport à cet exemple, le plan qui a été mis en place à travers les investissements immobiliers. Comment on arrive à savoir qu'est-ce qui est le mieux par rapport à nous, par rapport à notre objectif et par rapport à notre situation de départ? Eh bien, on va regarder. Il y a une question de. Disons qu'il y a plusieurs aspects. Il y a une question d'appétence. Lui, il aurait très bien pu, par exemple, partir sur de l'entrepreneuriat, tu vois, essayer de lancer un business, quelque chose. Mais le problème de l'entrepreneuriat, c'est que c'est un peu moins prévisible que l'immobilier. D'accord. Ça peut très bien marcher, comme ça peut ne pas marcher. Et lui, il avait sa contrainte des études pour les enfants, et donc il s'est dit, il faudrait quand même quelque chose d'assez sûr. Ça, c'est un des critères. Il y a aussi la question de voir aussi le besoin à court terme. À court terme, lui, il avait quand même sa situation professionnelle qui était stable. Donc, si tu veux, c'était pas un élément sur lequel il avait à travailler. Il gérait son argent, on va dire correctement, donc il n'avait pas besoin de travailler sur ça non plus. Le degré d'urgence, pour moi, il est là, quoi. C'est déjà avoir un quotidien où on ne dépense pas plus que ce que l'on a. Déjà, ça, c'est la base. On peut rien faire d'autre. Sinon, enfin, tu peux essayer de lancer ta boîte malgré tout, mais généralement, c'est pas prometteur, quoi. Si déjà tes finances personnelles ne sont pas claires, ça peut poser problème dans la gestion d'une entreprise, sauf si c'est pas toi qui le fais. Donc, tu vois, il y a cette question de l'aspect finance personnelle, et après l'aspect quel est le degré de sûreté que je veux avoir dans les projets que j'entreprends et le niveau aussi de revenus. Dans l'immobilier, tu as plein de formes d'immobilier différentes, plus ou moins passives, et avec plus ou moins qui rapportent plus ou moins d'argent, quoi. Donc lui, il a choisi la forme la moins passive et qui rapporte le plus d'argent. D'accord. Parce que c'était encore adapté à son objectif. Il y a des gens, par exemple, qui veulent juste se dire, c'est par exemple, tu vois, tous les indépendants, les commerçants, toutes les professions libérales,
qui en retraite rien, quasiment rien. Enfin, c'est ridicule j'en parle, hein, je suis concerné aussi. Hein. C'est vraiment ridicule ce qu'on a en retraite par rapport à d'autres catégories de professionnels. Donc eux, c'est plus un objectif de se dire, dans 15, 20 ans, 25 ans, peu importe, à la retraite, ou peut-être un peu avant, je vais pouvoir avoir au moins autant, voire plus que ce que j'ai en salaire aujourd'hui. Et donc là, on peut utiliser d'autres moyens. Là, il peut lancer une autre activité éventuellement à côté, de l'immobilier, mais beaucoup plus passif, mettre en place un portefeuille boursier, mais à plus long terme. Donc, il peut travailler sur d'autres aspects. On peut utiliser d'autres outils, en fait. D'accord. Donc c'est toujours une question d'horizon de temps, quand et combien. Hein, l'argent, c'est très problématique. Donc, par exemple, pour les jeunes, hein, notamment les jeunes internautes qui nous suivent, sortent des études, qu'est-ce que tu conseilles, hein? Alors là, la première question, c'est est-ce qu'ils veulent vivre de ce qu'ils vont mettre en place ou est-ce que c'est un complément pour plus tard? Parce qu'on n'est pas du tout dans le même univers. S'ils veulent en vivre, là, il faut clairement aller sur un business, une forme de business d'entrepreneuriat, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit ailleurs, mais il faut créer, une activité. Alors que si c'est pour plus tard en complément, là, tu peux te permettre, comme je disais tout à l'heure, d'avoir des investissements plus passifs ou d'avoir des formes qui payent plus tard, entre guillemets. D'accord. Là, tu nous as présenté en fait différentes stratégies, différents outils, donc différents paramètres à tenir, à prendre en compte. Donc effectivement, si la contrainte de temps et du combien, et ensuite différentes stratégies qui sont l'entrepreneuriat, l'investissement immobilier. Est-ce qu'il y a d'autres outils possibles? Il y a la bourse qui est pour moi on va dire le dernier pilier. C'est les 3 piliers que j'ai utilisés et que je trouve pratiques, quoi. D'accord. Et alors justement par rapport à toi, donc peut-être c'est le bon moment pour nous parler de ton parcours. Comment tu en es arrivé à vouloir prendre ta vie financière en main et quelles ont été les différentes étapes clés de ton parcours, les différentes stratégies que tu as utilisées à quel moment et peut-être les résultats. Peut-être que ça n'a pas marché dès le départ, je sais pas. Voilà. Ouais, ok. Déjà, moi, je me suis intéressé à la question de l'argent parce que quand j'étais adolescent, j'ai eu mes parents se sont retrouvés en surendettement. Donc, tu vois, ils ont toujours des salaires modestes et ils géraient pas spécialement non plus leurs finances. Et puis après, tu vois, alors ça a un peu changé ça, mais pas tant que ça. Toutes les boîtes de crédit sont assez malines pour faire passer, te laisser imaginer qu'un crédit finalement te coûte pas cher, que c'est juste 30 euros par mois, 50 euros par mois, etc. Donc le fait est que ça a dérapé et que du coup, je me suis demandé comment faire pour que ça ne se reproduise pas pour moi. Qu'est-ce qu'il fallait faire différemment. Et en parallèle de ça, tu vois, moi, du coup, mes parents m'ont poussé à faire des études en me disant, fais des études, tu auras un meilleur salaire que nous, etc. Donc ça a marché jusqu'à un certain point. Et en fait, quand j'ai commencé vraiment dans la vie active, salariée, fin des études, etc. Là, ça a été un peu la désillusion, quoi, parce que je suis arrivé dans un poste qui était plutôt bien payé, clairement. C'était recherché. Je gagnais presque autant que mes 2 parents réunis, tu vois, donc c'était quand même bien. Mes parents gagnent pas beaucoup aussi, mais voilà. Donc, du coup, je me dis, ok, c'est bizarre, quoi. Il y a un sentiment, tu vois, où tu te dis, je suis bien payé. Et en même temps, vu que c'est à Paris, tu vis un peu comme dans un 30 mètres carrés, tu te dis, ok, bon, tout ça pour ça, quoi. Enfin, tu vois, tu te dis, ok, ça rime à quoi? Et puis le boulot en lui-même, il n'était pas intéressant, quoi. Donc, ce qui fait que je suis resté 3 mois dans la première boîte et j'ai changé de boîte. Je suis resté, je sais plus combien, même pas 6 mois dans la seconde boîte, j'ai changé de boîte aussi, parce que le boulot était ennuyeux au possible, quoi.
Et je comprenais pas. Et je voyais des gens beaucoup plus âgés que moi qui étaient là-dedans et qui étaient désengagés. Enfin, vraiment, tu vois, quand on dit le salarié désengagé, c'était ça, quoi. C'est-à-dire que, en gros, ils avaient accepté cet état de fait en se disant, de toute façon, le travail, c'est un peu pourri. On se fait un peu prendre pour des blaireaux à longueur de journée, on se baladait un peu, on le sait, on joue le jeu, ça permet d'acheter une bagnole neuve, de payer la maison, les études des enfants, et puis on s'en fout, quoi. Donc voilà. Donc c'est un peu ça, et moi, j'ai jamais réussi à m'y faire. donc ça a donné lieu à des situations un peu cocasses parfois. Et donc, tu vois, je suis resté un peu plus de 2 ans salarié, quoi. Puis après, je suis passé indépendant dans mon activité, donc je faisais le même métier, mais pour moi. Donc voilà, et ça m'a bien plu. C'était déjà beaucoup plus satisfaisant parce que je choisissais mes projets. C'était quand même autre chose. Alors c'était loin d'être parfait, mais c'était beaucoup mieux. Et ça m'a permis aussi de gagner beaucoup plus d'argent. En prenant tous les risques, parce que quand on est indépendant, si on n'a pas de mission, on n'est pas payé, si on est malade, on n'est pas payé, enfin il y a plein de choses. Mais par contre, tant que ça a tourné, et puis moi ça a tourné quasiment plein toute l'année j'ai fait ça pendant 5 ou 6 ans, effectivement ça me permettait de gagner 3 à 4 fois plus qu'en tant que salarié, quoi. Parce qu'en fait, en gros, c'est pour simplifier toutes les protections sociales, la retraite, tout ce qu'on peut imaginer, tout ça, en gros, je l'encaissais en cash, quoi. Il y a personne qui le collectait avant moi. Donc, tout ça, je l'encaissais, j'en faisais un peu ce que je voulais, quoi. Et donc ça, c'était bien. Et si tu veux, même avec ça, au bout d'un moment, je me suis dit, ok, c'est intéressant, mais voilà, je vais pas faire ce boulot pendant encore 20 ans, quoi. Parce que, pareil, je m'ennuie assez vite. Et je voulais voir comment évoluer vers autre chose. Donc j'ai commencé à beaucoup m'intéresser en parallèle à la question de, tu vois, la création d'entreprise, tout l'état d'esprit qui va avec, le côté un peu dev perso qui va aussi derrière tout ça. Et j'ai commencé à m'intéresser à tout ça, et en fait j'ai fait une rencontre. C'était une soirée qu'on avait fait à la maison, et donc il y avait ma copine qui avait invité une de ses amies. Elle était venue avec son mari, et son mari était américain, et lui, il travaillait sur Internet depuis déjà longtemps. Il vivait de son site Internet, de ses blogs, tout ça. Donc il a commencé à me parler un petit peu de tout ça, en me disant, écoute, si ça t'intéresse, on pourra en se parler et tout. Et en fait, du coup, on a trouvé plein d'intérêts mutuels, parce que lui, du coup, je lui ai appris le français, donc il parle français grâce à moi. Moi, il m'a aidé à travailler mon anglais, et puis du coup, il m'a passé pas mal de bouquins et d'idées, tu vois, autour de ces questions. Il m'a passé un des bouquins qui est très connu dans le secteur, c'est le Rich Dad Poor, de Robert Kiyosaki. Après, il m'a passé d'autres bouquins, de Trump, et puis d'autres trucs autour de ça. Et du coup, ça m'a ouvert les yeux, ça m'a donné envie déjà de partager tout ça, d'en parler. Et donc c'est là qu'est né le blog Espérich, en fait. D'accord. C'est là que je l'ai créé. C'était en 2007, tu vois, c'était 10 ans. Ouais. Et donc j'ai commencé sur le blog à me dire, ok, ça va déjà me servir à partager tout ce que j'apprends. Et il se trouve que ça plaisait beaucoup. J'avais pas mal de lecteurs, le public a fortement, ça a tout de suite pris, quoi, ça a grossi. Et du coup, en fait, j'ai lancé le blog, et puis en lançant le blog, je me suis dit, ok, j'ai envie d'appliquer des transformations, parce que tu sais, on vit parfois des phases dans lesquelles on a envie d'une chose, et ce qu'on vit au quotidien n'a rien à voir, et on se demande comment passer de l'un à l'autre, quelle transition il faut faire, par quelle étape, voilà. Et des fois c'est compliqué. Et donc du coup, ce que je me suis dit, le meilleur moyen finalement de faire cette transition, c'est de changer l'environnement. Je me suis dit, quand tu changes l'environnement, tu es obligé de changer pas mal de choses dans tes représentations, ce que tu vis, tes choix. Donc du coup, à l'époque, j'étais parti vivre à Berlin pendant 1 an, tu vois, en me disant, de toute façon, j'ai de l'argent de côté, grâce à mon activité, je peux travailler sur mon blog, je vais faire un peu ce que j'ai envie de faire, et puis voilà. Donc j'ai fait ça, et puis en fait, chemin faisant, j'ai voulu revenir à Paris, et j'ai commencé à m'intéresser plus particulièrement au business. Donc j'ai vraiment développé le business sur mon blog
en développant, à l'époque, c'était la mode des e-books, donc je commençais à écrire des livres en ligne. Et j'ai commencé petit à petit, dans les années qui ont suivi, à développer des formations, tu vois, donc en dire, ok, au départ, le blog, c'était plus un loisir, c'est plus de partager un retour d'expérience, fédérer des gens autour de ces idées. Et je l'ai transformé petit à petit en business, c'est-à-dire, ok, je propose des programmes de formation pour aller plus loin, où je vais pouvoir aller en détail, accompagner les gens, partager ce que je sais. Et donc j'ai commencé à faire ça, j'ai commencé à acheter l'immobilier, à investir pas mal, à développer mon portefeuille en bourse. Enfin, tu vois, tout ça s'est fait. Il y a eu une phase assez longue finalement pour moi dans laquelle tout ça a mûri. Et puis un jour ça a éclos et ça a un peu explosé et c'est parti dans tous les sens, quoi. J'ai développé toute la partie immobilière, tout le portefeuille boursier et ce qui fait que du coup, enfin aujourd'hui, mon activité c'est de m'occuper de mes clients les clients de mes programmes, c'est de m'occuper de mon immobilier, c'est de m'occuper de mon portefeuille boursier, quoi. Et donc ma situation a vraiment changé en parallèle de tous ces piliers-là sur lesquels je travaillais. Et justement, alors maintenant que tu as cette expertise sur ces outils qui peuvent être mis en place pour accéder à la liberté financière, par rapport à ton parcours, si tu avais à refaire ton parcours, est-ce que tu l'aurais fait autrement? Maintenant que tu sais comment ça marche, est-ce que tu aurais fait de la même manière? Donc l'entrepreneuriat, ça a maturé et ensuite tu es parti sur la bourse et l'investissement immobilier. Est-ce que tu t'y serais pris autrement maintenant que tu sais comment ça marche? Probablement. Probablement. Non, probablement. De toute façon, j'ai des clients qui vont beaucoup plus vite que ce que j'ai moi, que le temps que j'ai mis. Tu vois, parce qu'ils sont sur des stratégies. Si tu commences par l'entrepreneuriat, tu vois, si au lieu de faire 5 ans d'études, tu commences à entreprendre vers l'âge de 20 ans, t'inquiète pas, si tu te débrouilles bien, à 25 ans, c'est bon, hein, t'es libre financièrement et voilà, quoi. Donc oui, bien sûr, mais avec le recul, c'est toujours facile de dire qu'on ferait différemment. Ça, c'est évident, j'ai appris plein de choses. Après, ce qui était bien, c'est que moi, j'étais au début un peu du mouvement blog, quoi, donc si tu veux, ça m'a porté assez facilement. Aujourd'hui, tu vois, quelqu'un qui veut lancer un blog aujourd'hui, il va falloir du courage, quoi, hein, il va falloir être original, il va falloir faire un peu différemment, quoi. Donc tu vois, il y a aussi ça, c'est que je pense que c'est bien d'être si je devais lancer un truc aujourd'hui, je ferais pas un blog. Clairement, ça c'est passé déjà. Il faut aller sur d'autres plateformes. Aujourd'hui, il y a le commerce en ligne qui est en train d'exploser. Aujourd'hui, l'immobilier, de toute façon, c'est un truc, ça de tout temps, l'immobilier, ça fonctionne. Mais tu vois, j'ai fait des formes d'entrepreneuriat qui marchent aujourd'hui et qui sont en train de démarrer. Démarrer, oui. Ouais. Ça peut être aujourd'hui tu peux créer si tu as déjà une expertise, que tu as déjà du savoir que tu peux partager, tu peux directement créer ta formation, tu vois, et puis après acheter du trafic. Aujourd'hui c'est ça qui marche mieux, parce que là en 3 mois tu peux avoir ton business qui démarre, quoi. Si tu pars sur un blog, t'en as pour 1 an, quoi. Oui, ça prend plus de temps. Oui. Donc voilà, tu vois, c'est pour ça que je ne referai pas aujourd'hui parce que le contexte a aussi changé. Ouais, carrément. Je pense qu'il faut énormément adapter ce qu'on fait au contexte dans lequel on est. Oui, ça c'est intéressant que tu le précises effectivement parce que parmi les internautes, effectivement, le public du sommet n'est pas uniquement que français mais bien francophone. Donc c'est aussi prendre en compte comment ça se passe au niveau local, même si à un moment donné la bulle internet fait qu'on peut atteindre, on peut aller au-delà des frontières. Et puis tu vois, même tu regardes quand tu lis des biographies, tu vois, de gens qui ont réussi, etc. Tu vois à chaque fois, de toute façon, ce qu'ils ont fait, c'est pas, tu ne peux jamais l'utiliser. C'est toujours valable dans leur contexte, à leur époque. Et donc, ce qui est intéressant, c'est l'état d'esprit, c'est des anecdotes, mais en fait, tu ne peux pas réutiliser ce qui s'est passé. C'est vrai, c'est bien de le préciser.
Et je vais en profiter pour rebondir sur un mot, ça fait 2 fois que tu en parles, donc tu parles d'état d'esprit. Oui, Et effectivement, ce serait peut-être, est-ce que quand on prend sa vie financière en main, donc il y a toute cette organisation, ces outils, le pratico-pratique, mais au-delà ça, il y a aussi cet état d'esprit à adopter ou à changer qui n'est pas favorable. Donc, est-ce que tu oui. peux nous en parler parce que tu fais pas mal de vidéos sur YouTube justement sur tout ce qui est money mindset, hein, donc l'état d'esprit argent ou la mentalité argent. Donc, est-ce que tu peux nous en parler parce qu'il me semble que c'est vraiment important pour les internautes du son. Oui, oui, j'avais créé avec deux amis coachs à l'époque des séminaires qui étaient dédiés à ça, en fait, où on travaillait juste sur l'état d'esprit. Et donc c'était génial de pouvoir accompagner le groupe et de voir, tu vois, la transformation sur un week-end autour de l'argent. Et en fait, l'idée c'est quoi? C'est que on a tous des croyances, des représentations du monde sur ce qu'on pense être vrai dans le monde. On pense que il y a des gens, par exemple, qui sont convaincus que la Terre est plate, même encore aujourd'hui. Voilà. Donc on a tous des représentations comme ça, plus ou moins vraies, plus ou moins factuelles. Et en fait, la seule question, c'est de savoir si ça nous aide dans notre vie au quotidien ou pas. Et autour de l'argent en particulier, ben, on en a pas mal. On a pas mal de croyances, de représentations sur le fait que être riche, c'est être ceci. Pour devenir riche, il faut être comme cela. Donc, si j'ai de l'argent, je vais devenir comme ceci. Et donc, moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, déjà sur moi. Et puis après, avec mes clients, de toute façon, dans mes programmes, il y a toujours une phase plus ou moins visible, plus ou moins évidente autour de ces questions-là. Et c'est aussi pour ça que sur la chaîne, j'ai fait cette série de vidéos, la Money Mindset, pour travailler sur des questions comme ça. Et donc l'idée à chaque fois, c'est de se dire, ok, on est pragmatique, encore une fois, hein, j'ai envie d'atteindre un objectif de vie, j'ai besoin d'argent pour ça. Quelles sont les croyances ou les idées qui me retiennent, qui vont être des obstacles dans l'atteinte de ce projet. Tu vois, beaucoup de gens considèrent encore que ça vaut pas la peine de s'intéresser à son argent, que si on s'y intéresse, finalement, on se détourne des vraies choses de la vie. Que si finalement que si on a de l'argent, on perd un côté spirituel. Donc il y a des gens qui opposent souvent les choses en disant l'argent n'est pas spirituel. Donc si tu as de l'argent, t'es pas spirituel. Ou penser que les riches sont radins. Si on regarde les médias, c'est sûr que c'est très facile parce qu'ils jouent là-dessus. Ils entretiennent ces croyances puisque c'est le meilleur moyen d'avoir un public, c'est de confirmer ce que les gens croient déjà. Donc, ils entretiennent ces croyances sur les faits que les riches sont ceci, sont cela, que évidemment, ce qui préoccupe les gens qui ont de l'argent, c'est juste d'avoir plus d'argent. Dans les médias, ils font passer ces messages-là. Et donc, ça renforce évidemment toutes les croyances qu'on peut avoir sur ces questions-là. Sauf que, et donc, mon travail, c'est de débusquer ces croyances et donc de mettre, de regarder si c'est tout le temps vrai, s'il n'y a pas des exceptions, s'il n'y a pas des exemples un peu contraires, si ça va être vrai pour moi. Et donc, quand tu regardes, par exemple, tu te rends compte que la réalité factuelle, c'est que qui est le plus généreux? C'est ceux qui ont de l'argent. Qui sont les plus gros donateurs dans le monde à des associations, à des projets? C'est les ultra riches qui, de plus ou moins tôt dans leur vie, se disent tiens, en fait, bon, maintenant que j'ai tout ça, je vais pas partir avec, quoi. Donc ils commencent à créer des fondations, à donner de manière plus ou moins orientée, hein, mais voilà, leur argent, ils y restent pas accrochés pour la plupart. Donc ils financent plein de projets, ils financent plein de projets. Et donc quand tu vois ça, tu dis ok, en fait, si j'ai envie d'avoir un gros impact dans le monde, finalement, c'est pas mal d'avoir de l'argent. Ouais. C'est bien d'avoir des idéaux et d'avoir des valeurs et d'être une espèce d'incarnation de la moralité, mais en réalité, de manière pragmatique, si tu veux créer un changement, il va te falloir de l'argent. Là où il va falloir trouver des gens qui ont de l'argent. Et donc pour ça veut dire que psychologiquement, il va falloir aussi être ok avec le fait que l'argent permet de faire des choses. L'argent peut être au service de certains projets. Donc voilà. Du coup, on travaille, tu vois, sur tout ça.
pour que la personne ne se sabote pas, parce que souvent, on a tous un potentiel plus ou moins exploité. S'il n'est pas exploité, c'est souvent qu'il y a du sabotage sur le fait qu'on pense que c'est pas juste pour nous, pour les gens qui nous entourent. Voilà. Enfin, après, on retombe sur les croyances que j'ai évoquées, mais voilà, il y a plein de croyances qu'on a tous sur l'argent, et c'est ça qui bloque la plupart des gens dans le fait de s'enrichir, tout simplement. En plus, en France, on est quand même dans une situation très particulière. La France, c'est quasi un pays communiste, quand même. Il faut le savoir par rapport quand tu regardes les niveaux de dépenses, quand tu regardes la philosophie. En France, tout passe par l'État. C'est très centraliste. On est quasi une monarchie. En France, les Français sont très attachés au fait que le chef de l'État soit supérieur aux autres. Et puis, d'ailleurs, ça nous coûte très cher. Ça nous coûte plusieurs millions d'euros par an d'avoir ces différents chefs de l'État, même les anciens qui sont entretenus, qui ont une dizaine de personnes à leur disposition, des choses comme ça. Donc, il y a cet état d'esprit français aussi qui est paradoxal par rapport à ça. C'est on aime bien qu'il y ait un gouvernant qui soit sur un piédestal, même si les gens ne le reconnaissent pas directement. La réalité, c'est ça. Ça choque personne, les dépenses. On nous sort des factures de coiffeurs, de maquilleurs, des trucs comme ça hallucinantes, mais en fait, il se passe rien derrière. Ça arriverait dans un autre pays, ça arriverait dans un pays scandinave, ça arriverait en Allemagne. Le dirigeant, il doit partir tout de suite. C'est démission directe. En France, tu dis bon, ok, ouais, ouais, bon, au moins il est bien coiffé, quoi. Donc il y a ce paradoxe en France par rapport à l'argent, par rapport à tout ça. Et ce que j'appelle moi, après tu vois, c'est une distorsion de la réalité. C'est-à-dire qu'en France, on imagine, c'est pas d'ailleurs François Hollande qui avait dit ça que l'argent crée l'État. Enfin, il avait sorti une phrase autour de ça. Tu vois, tu dis, je sais pas s'il le croyait vraiment ou pas, mais tu dis, tu vois, c'est vraiment une distorsion de la réalité, parce que l'argent, l'État ne crée rien sur un marché. L'État organise, il régule, il fournit des services, mais il crée pas l'argent, il crée pas la valeur. La valeur, c'est les boîtes qui les créent. C'est les gens qui se bougent, qui vont encaisser du chiffre d'affaires, de la TVA pour l'État, et tout ça. C'est de là que ça vient l'argent. L'argent, il vient pas parce qu'un service a été rendu par l'État. Donc en fait, Michael, ce que tu dis, c'est par rapport, là, on a vraiment parlé des croyances. Et juste pour faire le lien avec les outils dont tu nous as déjà parlé, notamment donc ce premier outil qui est l'inventaire des dépenses et des recettes, quelque part, c'est aussi pouvoir faire l'inventaire de toutes nos croyances autour de l'argent, que ce soit les croyances peut-être favorables et qui sont à renforcer du coup, et les croyances qui nous sont défavorables, qui du coup nécessitent d'être transformées en quelque chose qui nous soit plus utile. Oui, exactement, c'est ça. C'est de pouvoir faire la part des choses et un peu mieux se connaître par rapport à la relation qu'on a avec l'argent. Qu'on le souhaite ou non, qu'on en ait conscience ou non, on a une relation avec l'argent et donc on a des croyances autour de l'argent. Très bien. Bah, c'est super, Mickaël. Là, c'est vraiment très très belle interview, très beau moment de partage avec toi. Et je suis convaincue que ça va être très très utile pour les internautes du sommet, pour les aider justement à prendre leur vie financière en main. Donc avec de nombreux outils, des stratégies, et même par rapport à ton parcours et les nombreux exemples que tu nous as donnés, je pense que là, il y a une bonne base de travail pour chacun d'entre nous. Voilà, donc vraiment merci beaucoup pour toutes les perles que tu as partagées au cours de cette interview. Merci beaucoup. Avec plaisir. Au revoir, Mickaël. Au revoir. Alors, avec Mickaël, nous avons deux questions pour vous. La première, quels sont les points clés que vous avez retenus de cette intervention? Et la deuxième, qu'est-ce que vous allez mettre en place dès maintenant dans votre quotidien? En ce qui concerne le récapitulatif de l'intervention de Mickaël, je vois notamment en point clé dans son intervention, donc d'abord les deux outils qu'il propose, l'inventaire et le plan. Donc l'inventaire pour faire le point sur votre situation actuelle en matière d'entrée et de sortie d'argent, et le plan pour justement définir vos objectifs, pour définir aussi les actions que vous allez mettre en place. Donc justement pour ne pas subir votre argent,
mais pour être réellement acteur de votre vie financière. Donc ces outils, hein, on l'a vu, ce sont des outils de prise de conscience, mais aussi d'aide à la décision et enfin de motivation, parce qu'avoir un objectif, effectivement, ça donne du sens. Euh, Ensuite, Michael parle des trois piliers de l'indépendance financière. Donc, ce sont les trois piliers que lui a utilisés et qu'il enseigne aussi dans ses formations. Donc, le premier, c'est la création d'une entreprise. La deuxième, l'investissement immobilier. Et le troisième, la bourse. Par rapport à ces trois piliers, il parle de trois paramètres et c'est ça aussi qui va aussi permettre de déterminer quel pilier choisir. Donc, le paramètre de temps, de combien et aussi votre contexte actuel. Et enfin, ce qui me semble vraiment important aussi par rapport à l'intervention de Michael, c'est toute la partie sur les croyances et notamment toutes les croyances limitantes par rapport à l'argent. Euh, je pense que de toute manière, de manière générale, lorsque l'on souhaite être acteur de sa vie, réellement acteur de sa vie, ça commence d'abord par aller observer ses propres croyances. Et notamment dénicher toutes les croyances limitantes que l'on peut avoir et qui nous freinent et qui nous empêchent réellement de suivre nos rêves, de créer la vie que l'on a envie de vivre. Et en matière d'argent, il y a quand même un certain nombre de croyances limitantes. Euh, voilà, donc je pense que cette partie-là est effectivement, je pense que c'était très important de l'aborder dans cette intervention. Pour le challenge, ce que je vous propose, c'est deux choses. La première, c'est donc effectivement de réaliser votre inventaire et votre plan tel que Michael vous l'a suggéré dans son intervention. Et la deuxième, c'est de faire le point par rapport à vos croyances en ce qui concerne l'argent. Alors, comment faire? Donc, c'est une liste hein, de toutes les pensées que vous avez au sujet de l'argent, de tout ce que vous dites par rapport à l'argent, donc l'argent est sale, etc. De faire cette liste, d'interroger justement, de vous interroger, qu'est-ce que vous pensez des personnes riches? Euh, voilà, donc faites le point sur vos croyances, listez-les, et enfin, à partir du moment où on les détecte, c'est plus facile de les transformer. Donc, une fois que vous avez votre liste, que vous en avez conscience, l'idée c'est d'avoir une deuxième colonne de manière à transformer chaque croyance limitante en une croyance qui soit ressource et qui vous aide au quotidien. Alors, c'est la fin de cette intervention. Je vous remercie très chaleureusement de l'avoir suivi. N'oubliez pas que vous avez la possibilité d'interagir avec les autres internautes, les autres participants du sommet sur la page Facebook du sommet. N'hésitez pas non plus à y laisser vos commentaires. Donc, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à la prochaine interview. Au revoir.